Pourquoi est-ce que c'est important de savoir prédire le risque cardiovasculaire? Parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Lorsqu'on combine AVC ischémique et cardiopathie ischémique, on a 18 millions de décès en 2019 et c'est la première cause de mortalité à la fois chez les hommes et chez les femmes. Lorsque j'étais arrivé interne dans le service, le professeur Sylvain m'avait montré cette slide en me disant que l'hygiène de vie, avec 4 actions, permettait de réduire le risque de 71%. Et s'il y a une des choses les plus importantes à retenir de ce topo, c'est celle-ci. Pas de tabac, pas de surpoids, activité physique, alimentation équilibrée sont les 4 piliers pour avoir une espérance de vie cardiovasculaire longue. La question qu'on se pose ici, c'est comment prévenir la survenue d'événements ischémiques durs, infarctus, AVC, décès cardiovasculaires chez des patients asymptomatiques et en apparence sains. Les patients qui nous posent problème, c'est ceux à un risque intermédiaire dit modéré et on va devoir prédire, savoir, faire une prophétie sur leur destin et sur leurs risques. Pour cela, je vous montre un exemple, un patient qu'on a eu dans le service, monsieur S. C'est un homme de 49 ans, il est d'origine indienne, travaille dans le BTP, tabagique, 20 paquets années, un frère ponté avant 50 ans, des triglycérides élevés, un LDL à 1,6, il a du psoriasis, une CRP. Ce que j'ai mis en rouge, ce que j'ai surligné en rouge, c'est ce qui a été pris en compte dans le calcul de son score cardiovasculaire. Lorsqu'on se fiait au premier score, au score 1, on avait chez ce patient 3% de risque cardiovasculaire fatal à 10 ans. Et on nous préconisait une intervention sur le style de vie, arrêter de fumer et manger sainement. Lorsqu'on utilise le score américain, le 10-year ASCVD score, on avait 4,8%, on tombait également sur la catégorie Lifestyle Intervention. Avec le score 2, dont je vous parlerai tout à l'heure, on arrive dans la catégorie intermédiaire, 6,5% de risque d'un premier événement ou d'un événement fatal à 10 ans. Et on nous dit lifestyle, mais si ça ne marche pas, si le LDL reste élevé, il faudra mettre une statine. En réalité, ce patient qui est arrivé chez nous, avec un score soit bas, soit modéré, il était tritronculaire avec 2 artères bouchées et une artère vraiment malade. Donc là, vous voyez la coronaire droite bouchée, il est venu pour l'infarctus, et la circonflexe bouchée également, et une IVA sténosée. Le score 1, celui qui était dans les recommandations 2016 et 2019, le problème, c'est qu'il prédisait le risque de mourir à 10 ans. Et donc, si on veut faire des mesures correctrices, il nous faut plutôt le risque du premier événement plutôt que le risque fatal. Et donc, c'était une des limites principales, sans compter qu'il était basé sur des données épidémiologiques datant des années 80, donc des certificats de décès qui étaient souvent incomplets dans plusieurs pays avec, je dirais, une consistance des données hétérogènes. Le score 2 qui est arrivé dans les recommandations 2021, il prédit, ce qui nous intéresse, c'est le premier événement cardiovasculaire à 10 ans. Il est validé sur 12,5 millions d'individus entre 40 et 89 ans. Il stratifie les pays entre risque bas, risque intermédiaire, risque élevé. Vous savez, quand la moyenne d'âge du premier infarctus en France est 65 ans, dans certains pays, c'est 55 ans. Je pense par exemple à notre patient qui est d'origine indienne. Il est basé sur des données épidémiologiques qui sont plus fiables et en théorie, permet une meilleure détection. On s'est intéressé avec le docteur David Sulman au niveau de sa thèse sur si on avait vu nos patients du ZIC qui ont fait un infarctus du myocarde une semaine avant en consultation, est-ce qu'on leur aurait dit attention, vous risquez de faire un infarctus, on va vous prescrire une statine, éventuellement de l'aspirine. Avec les guidelines de 2016 et 2019, vous voyez en rouge, l'intervention thérapeutique figurait chez à peine 30% des malades. Avec le score 2, on en aurait quand même détecté plus de 60%. Alors on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est 60% de patients à qui on leur dit attention, vous êtes à très haut risque ou à risque cardiovasculaire élevé, prenez une statine et pour 26%, attention, il faut changer le mode de vie. Lorsqu'on s'intéresse à la performance du score 2, il a permis aussi de rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes sur la détection du risque cardiovasculaire, avec des femmes qui étaient très peu détectées avant leur premier infarctus et qui deviennent détectées à 60% au même titre que les hommes. Alors ce patient, finalement, lorsqu'on a utilisé les scores, on a vu qu'on n'était pas trop performant. Et les guidelines, et on en a parlé lors du cas de Dr Acha, nous parlent de risk enhancers. Alors les risk enhancers ou risk modifiers ou modificateurs de risque, ce sont les facteurs qui sont corrélés à la survenue d'un événement cardiovasculaire, mais lorsqu'on les corrige,
ça ne change rien. C'est ça la différence avec les facteurs de risque. Ce qu'on a noté, c'est qu'il travaille dans le BTP, il a un frère ponté avant 50 ans, il a des triglycérides élevés, il a un psoriasis, il a une CRP entre 10 et 15 sur les derniers bilans. Travail dans le BTP, est-ce que ça a de l'importance? Oui, les dernières guidelines ESC et les guidelines également américaines parlent du stress socio-professionnel. La précarité sociale, la pénibilité au travail, le travail de nuit sont associés, sont corrélés à la survenue de maladies cardiovasculaires précoces, notamment la maladie coronaire prématurée. Lorsqu'on regarde nos jeunes coronariens, il y a une surreprésentation des classes défavorisées comparées à la région de Paris. C'est des éléments qui ont été retrouvés sur plusieurs cohortes, notamment la UK Biobank. Il vaut mieux avoir un risque génétique élevé, mais avoir un bon style de vie, un bon niveau socio-professionnel, qu'avoir un risque génétique faible et être dans un milieu défavorisé. C'est aussi la campagne, voilà, l'objet de plusieurs campagnes, puisqu'on attribue 750 000 décès à la pénibilité au travail. Je parle de décès cardiovasculaires. On a vu qu'il avait un frère ponté avant 50 ans. Bien entendu, lorsqu'on rencontre ce genre de patient, ça fait tic. La maladie familiale prématurée, l'hérédité coronaire, c'est un peu la génétique qu'on fait en clinique, c'est la génétique du pauvre. Et il faut quand même noter que l'hérédité ne figure dans aucun score que je vous ai cité, ni le score 1, ni le score 2. Pourtant, lorsqu'on regarde nos cohortes de patients qui font des maladies agressives et jeunes, c'est le deuxième facteur de risque qu'on retrouve après le tabac. Et donc, on réfléchit et c'est en discussion sur comment mieux détecter les patients et peut-être que commencer par l'individu qui fait une maladie coronaire jeune et aller voir ses apparentés est une première piste, c'est l'objet d'un master de chez nous. On a vu les triglycérides de ce patient, 2,6, c'est beaucoup. 2,6 de triglycérides, c'est associé à un taux d'infarctus plus élevé, un taux d'AVC ischémique plus élevé et de décès cardiovasculaire plus élevé. Enfin, on a vu qu'il a une maladie inflammatoire chronique, il a une CRP-US entre 10 et 15 sur les derniers bilans, et on le sait bien, la CRP est un marqueur de risque important en cardiovasculaire. On avait eu un débat lors d'un colloquium précédent sur faut-il doser la CRP en prévention primaire, et nous pensons que oui. Et donc ici, ce patient a une maladie inflammatoire qui a contribué probablement à son infarctus et à sa maladie coronaire tritronculaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui proposer d'autre ? Le CAC score. Le CAC score intervient comme risk modifiers. On voit que comparé à la présence de plaques carotides ou l'IMT carotidienne, il améliore la prédiction d'infarctus du myocarde ou d'AVC, en particulier chez les patients asymptomatiques ou à risque intermédiaire. Néanmoins, prudence, ce patient, peut-être qu'il aurait eu un CAC score à 0 et quand même une maladie obstructive. On a des données maintenant sur les jeunes. Le CAC score n'est pas recommandé avant l'âge de 40 ans. On a une certaine proportion de patients qui vont avoir un CAC score à 0 et une maladie coronaire obstructive avérée. Alors maintenant que je vous ai convaincu que tous ces risques modifiers étaient importants pour la prédiction du futur, je vais vous parler des guidelines et les guidelines sont plutôt timides. En réalité, ils sont très mal implémentés et c'était l'objet de la discussion tout à l'heure. Il faut dire que chez le borderline risk, s'il y a des risques modifiers, on peut discuter d'augmenter le risque, de mettre une statine, mais finalement, il y a une difficulté de faire rentrer ces éléments dans la prévention cardiovasculaire et c'est ce qui nous gêne actuellement. Alors, comme ils ont été mal implémentés, on parle peut-être d'une opportunité manquée. Les guidelines américaines, par exemple, qui s'étaient un peu targuées d'avoir impliqué l'ethnie, d'avoir impliqué l'HDL, les triglycérides, le stress socio-professionnel, n'ont pas réussi à les impliquer suffisamment fortement pour améliorer la détection des patients qui feront leur premier infarctus et les traiter de manière adéquate. Comment est-ce qu'on prédira le risque ischémique dans le futur ? Alors, il y a eu le débat du Coroscan et quelques éléments de réflexion ici. Dans cette étude populationnelle danoise, on fait un coroscanner à des gens qui sont sains, enfin qui sont en bonne santé. Ce qu'on voit, c'est dès l'âge de 55 ans, en fait, on retrouve 50% de plaques non obstructives chez des individus sains et il y a un décalage de 10 ans avec les femmes et on retrouve de plus en plus avec l'âge de plaques obstructives. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vrai, on n'a pas tout de suite la réponse, mais on peut aller plus loin. On peut aller regarder la plaque. Et on sait, grâce à des collaborations avec notamment l'équipe d'Alban Redeuil, que la plaque qui va se rompre n'est pas la même plaque, n'est pas la plaque qui s'est rompue, je dirais, chez le patient qui fait un infarctus du myocarde, n'est pas la même plaque que celle qu'on découvre fortuitement chez des individus sains.
On peut aujourd'hui aller stratifier le risque sur les caractéristiques de la plaque, et les plaques à risque sont celles qui sont non calcifiées, remodelées, avec une faible atténuation. Et on a actuellement des essais cliniques de prévention primaire en cours qui se servent des caractéristiques de plaques pour guider la thérapie antilipidique intensive par inhibiteur du PCSK9, par exemple. Et c'est probablement une piste importante pour le futur. Enfin, les scores polygéniques. Vous connaissez probablement la UK Biobank, 500 000 Anglais bien portants qui ont été phénotypés cliniquement par imagerie, par biologie, par génétique. Ces patients, on a regardé leur polymorphisme génétique, on a regardé leur single nucléotide polymorphisme, et on s'est amusé à faire des scores, puisqu'on avait certaines personnes de cette cohorte qui ont développé des infarctus et des AVC avec certains polymorphismes. Ce qu'on voit au bout du graphique ici, c'est que lorsqu'on combine le score génétique, c'est le méta-GRS, et les facteurs de risque conventionnels, on arrive à un score de prédiction très élevé, on l'améliore de 25 à 30%. L'intelligence artificielle et le big data, bien sûr, font leur entrée dans la prédiction du risque cardiovasculaire. Néanmoins, comme pour la génétique, pour l'instant, c'est intéressant sur des cohortes et sur des populations, mais elles ne permettent pas de répondre à l'individu qu'on a en face de nous en consultation, s'il fera un infarctus du myocarde ou pas. Pour l'instant, on n'a pas l'applicabilité personnelle. Pour l'instant, on a le score 2, mais vous voyez ici des très beaux modèles. Vous voyez le graphique ici. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui était prédit par l'algorithme et ce qui a finalement été observé chez des patients de cohortes poolées qui ont été soumis à des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, in fine, il y a encore beaucoup de parcours à faire et beaucoup de recherches à faire pour prédire les événements ischémiques. Avec le score 2, on a fait une avancée, mais on n'est pas encore au niveau de Michel de Nostradamus, et probablement qu'il faudra continuer à pooler nos connaissances, à analyser, étudier la physiopathologie sur la base de registres, d'études précises de phénotypes, sur les scores de risque, les modificateurs de risque, le lifestyle, mais aussi la génétique, la biologie, la protéomique et bien sûr l'imagerie qui va prendre une place de plus en plus importante dans la prédiction du risque cardiovasculaire. Pour conclure, le score 2 a amélioré la prédiction du risque cardiovasculaire, c'est certain. Il y a une nécessité de mieux implémenter les modificateurs de risque avec les bons outils. Il y a toute la question de, au bout de combien de modificateurs de risque je passe à la classe de risque supérieur. Il y a probablement un rôle dans le futur pour l'imagerie, et notamment l'imagerie de plaques. Et le big data et les scores génétiques, pour l'instant, ils sont peu applicables à l'individu, mais ça, c'est pour l'instant uniquement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Michel. Pour ceux qui sont debout en haut, il y a des places en bas assises. N'hésitez pas à descendre. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel Zetouni ? Parce qu'on voit que tu fais l'inverse de ce que Karim nous disait. Tu nous dis qu'il faut faire de l'imagerie, en plus de l'imagerie hyper performante pour qualifier les plaques, et puis je vais vous prédire votre avenir. Exactement. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on découvre des plaques qu'on va vouloir les stenter. Je pense que le fait d'ignorer, je pense pas que le fait d'ignorer les examens d'imagerie nous rendent plus performants sur la prédiction du risque. Après, bien sûr, il faut le faire avec prudence et équilibre, mais moi, je suis persuadé que le coroscanner est un outil important et que c'est pas pareil de découvrir une plaque, même chez un patient asymptomatique, plaque de 50% sur l'IVA, la coronaire droite, un athérome floride qu'on va aller analyser avec des plaques molles. Je pense que ça change la classe de risque, la stratification du risque, le traitement, l'ajout de la statine, l'ajout de l'aspirine, sans pour autant le stenter. Oui, mais tu vois, le problème qu'on va avoir, Michel, si on te suit, c'est que tu vas avoir une information de prédiction de risque à un temps T donné. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, on va faire ce coroscanner tous les 3 ou 4 ans parce que, bien évidemment, dans 4 ans, l'image précédente n'est plus exacte. Et donc, tous les anxieux vont venir te voir pour avoir des imageries, non seulement une fois, mais répétées dans le temps pour que tu les rassures. C'est vrai. Alors, peut-être que pour l'instant, juste un examen diagnostique de bilan suffit, mais je sais que dans le service, certains font des coroscanners striés sur les patients à très haut risque, et je pense qu'en effet, c'est une piste pour les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire
des jeunes qui ont un athérome floride, des jeunes qui ont une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, des jeunes qui sont tritrons à 40 ans parce qu'ils ont une maladie inflammatoire chronique. Je ne trouve pas ça choquant de renouveler le Coroscanner. Est-ce qu'il y a des questions pour... Allez-y. Vous avez parlé de la CRP, l'inflammation, les critères d'inflammation, c'est en phase aiguë, en prévalence avant. Comment on détermine ceci sur ce score? Oui, alors donc la CRP ultrasensible, c'est un biomarqueur qui va être dans le temps, c'est vrai qu'il va varier en fonction des inflammations et des infections qu'on a, mais là on va le doser à un moment où le patient n'a aucun symptôme de maladie. Et en fait, chez certains patients qui ont une inflammation infraclinique parce qu'ils ont un syndrome métabolique, parce qu'ils fument, parce qu'ils ont une maladie sinon inflammatoire, ça va nous donner en fait un reflet du risque athérosclérotique. On sait que c'est lié. La maladie athérosclérotique est une maladie inflammatoire et on a certains patients qui vont avoir 5, 10, 15 de CRP en continu alors qu'ils n'ont pas d'infection et qu'ils n'ont pas d'autres problèmes. Quelle est la place de la lipoprotéine A dans la stratification du risque? Alors, la place de la lipoprotéine A dans la stratification du risque, actuellement, il est indiqué comme modificateur du risque. Néanmoins, quand on discute avec les endocrinologues spécialistes du cholestérol, ils ne savent pas vraiment nous dire ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une LP petit a petite que trop élevée, mais pour l'instant, on a du mal à montrer une corrélation avec les événements. Oui, du psoriasis. Donc, le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire chronique, telle que la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante. Et on sait qu'il y a une contribution importante des maladies inflammatoires chroniques au développement de l'athérosclérose et que souvent, ces patients ont un score de risque plus élevé, vont avoir plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire à cause de ça, à cause de cette inflammation chronique qui va abîmer les vaisseaux et perturber le métabolisme du cholestérol et la fonction endothéliale, etc. Juste d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a un intérêt à doser la CRP si le patient se présente pour un événement a priori d'origine cardiaque, notamment aux urgences? Alors donc là, on n'est plus dans la stratification du risque, mais dans l'urgence, je pense qu'il faut se laisser guider par la clinique. Enfin, c'est pas... en tout cas, pour je veux dire, le patient qui est aux urgences, la CRP elle va nous servir pour savoir s'il y a une infection. Pas vraiment, elle ne va pas nous aider. Je parle hors péricardite et myocardite, parce que pour les infarctus, on m'a déjà dit, tu as dosé la CRP. Alors oui, alors c'est intéressant pour le patient qui a un infarctus du myocarde, on sait qu'il va y avoir une corrélation entre le dommage myocardique, l'étendue de l'infarctus et l'inflammation résiduelle. Ça veut dire que les patients qui font un gros infarctus, ils vont avoir une CRP très élevée et donc probablement qu'il y a c'est une indication pronostique. Bon, Voilà. Pour la prise en charge aiguë, on est d'accord avec vous, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la prise en charge immédiate. Vous, en tant que cardiologue, ça vous arrangerait qu'on la dose? Non. 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 Mais par contre, le patient qui vient en consultation pour une évaluation de son risque cardiovasculaire et qui n'a pas de maladie inflammatoire chronique, comme décrit Michel, c'est un modificateur de risque acceptable dans les ordonnances de biologie, tout comme le rapport albumine créatinine urinaire dont a parlé Corinne Isnard-Bagnis avant et qui doit faire partie maintenant sur les ordonnances des prélèvements urinaires sur échantillons. Ça ne coûte rien et c'est un vrai marqueur de risque vasculaire qu'on connaît depuis des décennies. On appelait ça la microalbuminurie, maintenant on appelle ça la RAC, mais c'est la même chose.